Bonjour, c'est d'un livre dont nous allons parler au cours de cette émission, un livre utile en ces temps de campagne présidentielle, un livre utile parce que il s'applique à démonter, à décrypter toutes les erreurs, tous les mensonges et même toutes les omissions et puis aussi toutes les manipulations auxquelles peuvent prêter les débats sur l'immigration et les manipulations au premier chef de l'extrême droite et de sa figure emblématique, Marine Le Pen. Alors, ce livre, Maub, c'est toi qui l'as écrit. Je te tutoie parce que on se connaît depuis longtemps. Tu es professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Tu es spécialiste des questions de mondialisation, de délocalisation et de migration. Et donc, tu es l'auteur de ce livre, L'immigration en France, mythe et réalité, chez Fayard. Alors, la première chose qui frappe quand on lit ton ouvrage, c'est d'abord le ton que tu emploies. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de passion, c'est un livre, comment dire, à plat. Tu as choisi ce registre-là. Oui, parce que, d'abord merci de m'inviter à en parler ici. Pourquoi? Alors, il y a de la passion, disons un peu subrepticement comme ça entre les lignes, mais effectivement j'ai voulu justement ne pas sombrer dans la facilité qui consiste à faire un livre de défense de l'immigration où simplement je souhaitais rétablir les faits parce que tous les chercheurs qui travaillent sur ces thèmes avec moi ont exactement la même impression, c'est qu'on en a assez des manipulations. Alors comme je l'écris dans l'introduction, en ces temps très difficiles, le chercheur est un peu tenté de laisser passer la vague, comme dans les années 30, du retour de la xénophobie, de temps meilleurs, le terrorisme, la sécurité, pour parler de ce sujet. Mais j'ai voulu justement en parler pour rendre un peu, autoriser, j'espère en tout cas, un débat rationnel autour de ces questions. Donc en fait, c'est tout ce qu'il faut savoir, tout ce que le consensus minimum des économistes, ce que les études ont établi, et tu laisses de côté tout ce que le climat, l'islamophobie ou de racisme qui peut se greffer sur le débat sur l'immigration. Oui, parce qu'il faut que ceux qui souhaitent en parler de manière correcte aient les armes pour pouvoir en parler de manière correcte. Ça commence par démystifier les mensonges, comme tu le dis, et les faux chiffres qui sont manipulés. Encore dans le débat pour les élections présidentielles, j'ai encore entendu des chiffres totalement ahurissants. Et donc l'importance de la réalité des mécanismes, pas seulement des chiffres, mais aussi de la manière dont les effets de l'immigration se font sur le marché du travail, sur les salaires, mettre à la disposition du grand public les mécanismes, c'était ça mon but, et aussi faire des propositions de politique économique. Mais je m'arrêtais sur ce point-là parce que c'est aussi ton histoire, et on aurait pu ton histoire tout à familiale, fait. on aurait pu penser que ce débat te tient très à cœur. Oui, mais justement, je suis économiste, donc je suis un chercheur en sciences sociales. Donc on met de côté les affects. Et je mets de côté les affects. J'ai le droit de travailler sur ce sujet. C'est pas parce que moi, je suis issu de l'immigration algérienne, mon père était travailleur, il nous a regroupés, j'avais 10 ans quand je suis arrivé en France. Ça n'est pas pour cette raison que je n'ai pas le droit de parler de ce sujet. J'en parle en tant qu'économiste qui travaille sur les problèmes d'économie internationale, de mondialisation. Je connais bien le phénomène, comme les délocalisations. J'ai été aussi le premier en France à avoir travaillé sur les relocalisations d'activités dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a déjà 20 ans de cela. Et donc, je souhaite contribuer au débat public de manière sereine. Alors voilà, donc dans le livre, tu commences par passer en revue 15 mythes dans lequel le débat est pollué parce que la vérité des faits est mise de côté. Alors, on ne peut pas passer en revue les 15 mythes, on va prendre quelques-uns. Allez, tiens, le mythe 3 dans ton livre, la France accueille toute la misère du monde. Alors, allusion à la fameuse formule de Rocard au début du second septennat de Mitterrand. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Parce que c'est faux. Explication. Et c'est faux. Parce qu'en fait, très brièvement, pour ne pas être trop long, dans les années 60-70, au moment de la grande croissance fordiste, c'est-à-dire fondée sur le bâtiment, les travaux publics, l'automobile, la mine, etc., comme le montre le film de Yamina Benguigui, on allait chercher les travailleurs immigrés d'Afrique du Nord, des anciennes colonies, on les sélectionnait pour leur non-qualification et on les ramenait pour travailler en France. Et les coûts de mobilité étaient pris en charge par les entreprises qui du bâtiment, qui des mines, qui des travaux publics, etc. Ce qui a changé depuis l'arrêt de l'immigration, c'est que les coûts de mobilité, les coûts pour émigrer sont extrêmement exorbitants. C'est-à-dire que ce sont les coûts qui ont augmenté le plus rapidement par rapport aux autres composantes de la mondialisation, qui a au contraire connu une baisse, comme tu le sais, des coûts des marchandises, des coûts de transaction sur les marchandises, des coûts de transport,
des coûts sur la finance est complètement libre de circuler. Donc, si je lis bien ton livre, c'est les migrants, l'essentiel des migrations sont en provenance des pays, parmi les pays pauvres, les moins pauvres, et dans ceux qui migrent, ce sont les moins pauvres eux-mêmes. Tout à fait, tu as très bien résumé, je pourrais m'arrêter là. En effet, il se produit ce que les économistes appellent un effet d'autosélection, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas partir, compte tenu du coût exorbitant de l'immigration, et donc on observe une surreprésentation, tous les chiffres le montrent, la dernière enquête de l'INED également, on observe une surreprésentation. Ça qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu truffes chacun des mythes que tu décortiques, des études disponibles, ce qui permet au lecteur de se renvoyer. Tout à fait, j'ai voulu, et encore, j'ai dû me battre un peu contre Fayard, parce qu'il souhaitait un livre beaucoup plus lisse, et je souhaitais quand même y mettre des références de façon à ce que le public ait accès, tout est référencé, aux études. Et donc tu dis l'image répandue d'un déferlement de migrants en provenance d'Afrique subsaharienne notamment, est donc bien loin de la réalité. C'est tout à fait loin de la réalité. Et en effet, les pays les plus pauvres, comme tu l'as dit, ont les taux d'expatriation les plus bas. Les pays à revenus intermédiaires ont les taux d'émigration les plus élevés. Et quand on rattrape les pays développés, on diminue son taux d'expatriation et on devient, comme l'Espagne, le Portugal le furent, des pays d'immigration. Quand on décompose le taux d'expatriation par niveau de qualification, on observe l'inverse, c'est-à-dire que plus on est un pays pauvre, plus le taux d'expatriation des qualifiés devient extrêmement élevé. C'est en moyenne 50% pour les pays très pauvres. Et c'est amplifié pour les professions médicales, par exemple les médecins, les infirmières, etc. Et donc on a un effet de surreprésentation des qualifiés dans les migrations et des surreprésentations de femmes. Car pour les femmes, les coûts de mobilité sont beaucoup plus élevés que pour les hommes. Et c'est pour la raison pour laquelle on observe aussi une féminisation des flux migratoires. C'est récent, c'est dans les 15 dernières années, et une surreprésentation des femmes parmi les qualifiés. Donc non seulement les migrants qui arrivent sont relativement plus qualifiés que les natifs, mais en plus, les femmes sont surreprésentées parmi ces migrants. Et ça, ce n'est pas connu parce qu'il y a un problème de distorsion entre les catégories juridiques dans lesquelles on met les migrants. Par exemple, les migrants qui arrivent des réfugiés, ils sont mis dans des situations où ils donnent les impressions, parce qu'ils sont très précarisés sur le plan juridique et sur le plan de leur statut, ils donnent l'impression d'être des peu qualifiés. En réalité, ils sont, la plupart d'entre eux, très qualifiés. Alors, on continue notre tour d'horizon. Mythe 8. Je prends dans la série de ton livre, c'est l'un des poncifs du débat public où, dans le fonds de commerce, notamment du Front National, les immigrés font baisser les salaires et dégradent le marché du travail. Pourquoi est-ce que c'est un mythe? Alors là, il y a un mythe, et je dirais qu'il est véhiculé pas seulement par les... J'allais le dire tout à l'heure, parce que c'est pas seulement le Front National, il y a aussi, tu fais référence à l'armée industrielle de réserve de Marx. Absolument. Voilà. Je crois que dans les deux cas, il y a une vision qui est que l'afflux des immigrés constitue une augmentation de l'offre de travail par les travailleurs sur le marché du travail. La référence marxienne ou marxiste, c'est celle de la première immigration dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, exactement. Donc on fait venir en effet les immigrants peu qualifiés et ils sont relativement homogènes, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à ceux qui pourraient être employés, aux natifs qui pourraient être employés. Et en fait, comme il y a une augmentation de l'offre de travail par rapport à la demande de travail, le salaire devrait baisser. Mais c'est pas ce qu'on observe. Pourquoi c'est pas ce qu'on observe? Parce qu'en fait, et ça maintenant nous disposons d'études très sérieuses là-dessus, avec des bases de données très détaillées, par exemple les données de déclaration sociale française, qui obligent les entrepreneurs, les entreprises à déclarer les caractéristiques de tous leurs travailleurs. Donc on utilise tout ça. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que les immigrés, quand ils arrivent, ils ne sont pas en concurrence avec les travailleurs natifs, mais ils sont en complémentarité. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois parce qu'on n'avait pas les données, c'est qu'on décompose les catégories socio-professionnelles, on va à l'intérieur de ces catégories. On n'est pas seulement sur les ouvriers, les cadres, les managers et les ouvriers non qualifiés. À l'intérieur, on regarde les tâches que portent les travailleurs. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que quand les immigrés arrivent, même pour les catégories ouvrières, ils vont occuper les tâches les plus routinières, les plus pénibles. Je prends l'exemple du marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, c'est une tâche qui n'est pas sensible au salaire. C'est-à-dire que tu pourrais augmenter les salaires de 15%, tu n'aurais pas de natifs qui viendraient sur ces tâches extrêmement pénibles et pas automatisables, pas robotisables non plus. Et la conclusion donc de ton raisonnement, c'est dire que l'effet sur les salaires des natifs et sur les salaires est mineur, infime, et l'impact sur l'emploi est quasi nul et même peut-être légèrement positif. Oui, tout à fait, c'est ça qui se passe. Et là, alors là, j'essaye d'être un peu pédagogique parce que les gens ne comprennent pas. On fait l'amalgame entre le taux de chômage et les difficultés de recrutement.
Le capitalisme, c'est compliqué. On peut avoir un taux de chômage de 10% et pour autant avoir des difficultés de recrutement sur le marché du travail. Bon, le MEDEF a donné ce chiffre de 320 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. Le Pôle emploi a fait une enquête, c'est 200 000 pour eux. Et c'est vrai, il y a des endroits où il y a des difficultés de recrutement parce qu'il y a des problèmes de mobilité du travail sur le territoire, parce qu'il y a toute une série de facteurs qui font que les travailleurs qui arrivent, eh bien, ils vont occuper des postes. Et en plus, contrairement à ce qui est raconté, on n'a pas un libre accès au travail, puisqu'il y a une clause de l'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est-à-dire que quand il y a 20 000 travailleurs qui arrivent, c'est-à-dire que quand les travailleurs arrivent, 20 000 par an, c'est pas énorme, hein, sur les 200 000 qui arrivent chaque année, 20 000 sont des migrants de travail. Hein, et il y a 100 000 qui repartent chaque année. Donc le flux net de migration, c'est 100 000. Et quand on regarde ces 20 000 qui arrivent, ils vont occuper un emploi, ils viennent pour occuper un emploi, mais il faut que le préfet, donc les autorités, démontrent qu'il n'y a pas de natifs ou de résidents capables d'occuper le poste. Donc si on ne lève pas l'opposabilité de la situation de l'emploi, le gars ne peut pas être employé. Donc il n'y a pas de liberté d'accès au marché du travail. Donc c'est très contrôlé. Et quand ils arrivent, eh bien, évidemment, ils favorisent l'emploi, en particulier dans des périodes de croissance. La dynamique de l'immigration, c'est pas seulement une augmentation de l'offre de travail sur le marché du travail, c'est aussi une augmentation de la demande sur le marché des biens. C'est ce qu'on a vu avec l'arrivée des réfugiés en Allemagne. C'est la raison pour laquelle on a ces calculs de modèles macroéconomiques keynésiens, par exemple, qui montrent une augmentation du PIB de l'ordre de 0,2 points de PIB, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors on va prendre un dernier mythe, le mythe 9 dans ton livre, les immigrés profitent des budgets sociaux. Pourquoi ils défaussent ou manipulation? Bah là aussi, je fais référence à des travaux très récents qui sont menés sur la France, utilisant des données très précises, l'enquête budget des ménages, etc. Et les travaux de Xavier Chochniki, oui, absolument. Les travaux de Lionel Rago, de Xavier Chochniki, etc. Et ces travaux, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils essayent de se défaire d'une idée reçue qui serait de comparer l'ensemble des travailleurs immigrés à l'ensemble des natifs, sans contrôler par l'âge et la qualification. Et donc, quand on contrôle par la qualification et par l'âge, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les immigrés sont surreprésentés. Il y en a plus au niveau des âges en âge de travailler, des classes d'âge qui travaillent, c'est-à-dire entre, disons, 15, 16 et 60 ans. Et ils sont sous-représentés au niveau des âges à l'extrémité, c'est-à-dire des enfants et des retraités. Donc en fait, ils contribuent plus qu'ils ne touchent. C'est ça que montrent ces travaux. Et même en période de crise, où la contribution est légèrement négative... Donc c'est au total, le bilan, c'est quoi? C'est neutralité sur les finances publiques ou effet légèrement positif? Effet légèrement positif, et en période de crise, légèrement négatif. Puis ça reprend. C'est ça qui se passe, mais très légèrement. Donc l'effet, l'amplitude de l'impact est très faible. C'est ça que montrent les travaux empiriques des économistes, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors ton livre, c'est une sorte d'instrument citoyen pour décrypter et déminer les mensonges du Front National, mais peut-être aussi en creux, comment dire, l'incurie du gouvernement socialiste. Au travers de ce que tu dis, on peut en creux avoir un jugement sévère sur ce qui s'est passé, parce que le gouvernement lui-même, ce quinquennat, a alimenté certains de ces mythes. Oui, alors il y a un décalage entre la campagne que fait le candidat socialiste aujourd'hui et la manière dont ce problème a été pris en charge par le gouvernement. J'avais écrit une tribune dans Le Monde en 2012 en disant que si ce n'était pas pris au sérieux, on aura perdu 5 ans. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En fait, très peu de choses ont été faites. Bien sûr, les conditions juridiques des immigrés ont été améliorées par rapport à ce qui se passait avant, où c'était la précarité totale, et c'était même une trappe à la clandestinité. On jetait les immigrés dans la clandestinité, puisqu'on avait tellement de critères juridiques, de renouvellement, de statut de court terme, etc., que ça fragilisait les gens et ça les mettait parfois, en dépit de leur volonté, dans des situations de précarité. Donc il y a eu des améliorations sur la nationalité. Il y a une petite musique, notamment celle de Valls, reprenant la misère du monde. Exactement. Et d'ailleurs, dans la campagne électorale de 2012, ils ont accepté ces chiffres extrêmement surdimensionnés, exagérés de la part du Front National, et parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu perdre des plumes dans les voix, dans les sondages, et c'est exactement ce qui se passe encore un peu aujourd'hui, même si c'est, encore une fois, un peu différent avec le candidat qu'on a aujourd'hui. Mais d'ailleurs, même on voit bien qu'au Front de gauche ou non plus, la question n'est pas prise à bras-le-corps. On a l'idée qu'il faudrait faire du co-développement. Et en fait, dans mon livre, je fais une évaluation des politiques publiques et je montre que ça ne marche pas, les politiques de co-développement. Donc en fait, tu invites à un sursaut
Et tu conclus ton livre par 6 propositions. Voilà, c'est ça. Et des propositions qui sont raisonnables. Ce n'est pas des propositions révolutionnaires, loin de là, mais au moins, la première proposition, c'est de dire, appliquant les droits. En fait, et vous parlez avec des juristes, ils le savent très très bien, les droits ne sont pas appliqués. Déjà, appliquer les droits. Le droit de vote, c'est très important, il faut revenir dessus. Pourquoi s'en cacher? À force d'être défensif, d'accepter un discours faux, d'une part, mais aussi extrêmement culpabilisant, divisant les populations, les ouvriers entre eux, etc. À force d'accepter ce discours-là, eh bien, on se positionne sur les propositions du Front National en défensif. Et donc, on ne fera pas mieux, évidemment, sur ce terrain-là, et on prépare les choses pour une période extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse, au lieu, au contraire, de jouer l'unité pour empêcher qu'il y ait un avènement qu'on a connu dans les années 30. Car les choses, malheureusement, se ressemblent un peu aujourd'hui. Voilà, donc c'est un ouvrage à vocation ou à utilité civique ou citoyenne. Donc, j'en rappelle le titre, L'immigration en France de Mou Belmoud. Midi Réalité, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, à bientôt.